Alors, ces trois intervenants occupent une place assez particulière, mais bien différente dans le maillage entre l'expertise et la décision, entre le fait scientifique, la gestion de l'information et la décision, du politique en responsabilité. Et on a bien vu hier dans la table ronde l'importance et les difficultés de l'articulation et de la communication entre experts et décideurs. On a même parlé de digestion. Et je pense que les expériences de nos trois intervenants vont nous permettre de mieux appréhender cette médiation scientifique, tout ce que ça regroupe, et l'importance de l'articulation entre la connaissance scientifique, la prise de décision jusqu'à la responsabilité, en passant vraiment, ce que je disais, par cette instance qui est chargée de gérer l'information, faciliter la digestion, accompagner la prise de décision. Maillage qui va bien sûr dans les deux sens. Alors, ce que je vous propose, ah ben voilà, bonjour Agnès. Je vous propose, monsieur Kurt, de commencer si vous voulez bien. Vous avez une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Je commence par demander si cette fois on m'entend. Très bien, monsieur. Oui, Très bien. très bien. Alors, les questions techniques étant réglées, j'aimerais commencer par remercier et féliciter les organisateurs du riche congrès qui est proposé. Merci aussi de m'avoir convié dans une période où on est encore avec peu de recul sur la gestion d'une crise majeure qui nous occupe encore, et donc avec un recul qui est forcément un peu limité. Une précision encore, j'ai été annoncé comme ministre de la Santé pour la Suisse. Je suis ministre de la Santé dans le canton de Neuchâtel, qui est un petit canton de Suisse qui représente 2,2% de la population de la Suisse, qu'il n'y ait pas de confusion avec le ministre fédéral qui a d'autres responsabilités que les miennes. J'aimerais commencer par dire, en lien avec la crise qui nous occupe depuis une année et demie, que assez rapidement, dans les équipes qui ont géré cette crise avec moi, et pour moi, je crois très vite aussi, la dimension qui dépassait la stricte dimension sanitaire au sens où on l'entend habituellement, mais la dimension psychologique de ce qu'on vivait, et la dimension aussi du fonctionnement de nos institutions qui pouvaient être atteintes par la gestion de cette crise. Et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui le montre assez clairement, a été très vite présente, peut-être un peu plus tardivement, la dimension économique et sociale. Et si je fais ce rappel en introduction de mon propos en lien avec la crise du Covid, c'est au fond pour essayer d'emblée de dire que, de mon point de vue, il n'y a pas une vérité scientifique en dialogue avec les autorités politiques, mais des regards scientifiques. Les médecins et les épidémiologistes n'ont pas été nos seuls interlocuteurs. On a aussi évidemment dans le recours aux scientifiques, ou dans le dialogue avec les scientifiques, je dirais convier les sciences humaines, les sciences sociales, la science économique, la sociologie, etc. Et je pense que c'est ce panorama de regard scientifique qui porte aussi un regard finalement diversifié sur une même réalité, qui nourrit et qui doit nourrir le politique. Et puis deuxième propos en préambule, pour dire que même si on a assez vite identifié ces dimensions diverses d'une crise qui à l'origine est une crise sanitaire malgré tout, ne nous aide pas toujours pour néanmoins atteindre les publics qu'on a identifiés comme étant potentiellement atteints par la crise. On a par exemple très vite identifié que le public des personnes de 65 ans et plus était un public qui pouvait être plus impacté par certaines dimensions de cette crise, et néanmoins, dans certaines mesures qu'on a essayé de mettre en place pour répondre à cette identification-là, qui s'appuyait sur des constats scientifiques, au fond, on s'est rendu compte avec un tout petit peu de recul qu'on avait davantage contribué à les stigmatiser encore plus qu'à les rassurer, ce qu'on cherchait à faire, ou à les accompagner, ce qu'on cherchait à faire dans la gestion de cette crise. De la même manière qu'il est, sur les dimensions psychologiques et sociales, des fois difficile de thématiser simplement, ou d'atteindre les publics concernés de façon générale. Voilà, je dirais, pour quelques rappels par rapport à la crise qui nous occupe. Plus généralement, je dirais qu'au fond, la question qui nous est posée avec le thème de cet après-midi pose la question de savoir si, d'une part, l'expertise scientifique conduit davantage à crédibiliser, parce qu'on s'appuierait sur elle, la décision politique
qui permet du coup de susciter une adhésion à la décision politique, ou au contraire, si le recours systématique à l'expertise scientifique est plutôt lu comme une approche technocratique qui peut nuire à la décision politique. Et je pense que les deux peuvent arriver. La question est de savoir au fond quelles sont les conditions à réunir pour qu'on crédibilise davantage qu'on technocratise l'approche politique. Et de ce point de vue-là, je dirais que la première chose, c'est le renvoi à mon introduction, c'est-à-dire, je pense qu'une des dimensions vraiment importantes, c'est celle de la pluridisciplinarité des regards que l'on convie dans l'analyse d'une situation. Si on se contente, je dirais, d'un point de vue, forcément que l'adhésion est plus compliquée. Ce qu'on a vécu en Suisse avec la crise du Covid, c'est vraiment des cercles scientifiques qui réunissaient une palette d'experts de disciplines très différentes et qui, en leur sein, provoquaient un débat sur lequel ensuite le politique pouvait appuyer des arbitrages en crédibilisant, je pense, le discours. Et puis, deuxième élément qui permet d'orienter plutôt vers la crédibilité que vers la mise en question par trop de technocratie, je pense que c'est la question au moment de la décision politique, de la façon dont on arrive à inscrire notre posture, les choix qu'on doit faire dans, au fond, une réponse à des attentes exprimées par la population à laquelle on s'adresse. Si l'analyse scientifique ou la proposition politique, je pense de ce point de vue-là, sont sur un pied d'égalité, si elles répondent à une attente, si elles s'inscrivent dans, disons, une logique pour laquelle il y a une attente de la population, je pense qu'elles peuvent être entendues. Et je parle là aussi bien du discours politique que de l'analyse scientifique. À l'inverse, je pense que si l'analyse scientifique ou la proposition politique bouscule le quotidien, bouscule les acquis, bouscule les routines et en plus ne crée pas une espérance ou une perspective particulière, elles sont là forcément beaucoup plus vite contestées. Dernier point, sur au fond cet arbitrage entre crédibilité et technocratie apparente, en tout cas du regard scientifique, c'est le vocabulaire ou le langage utilisé. Évidemment qu'un langage scientifique qui serait tellement abstrait qu'il ne serait compris que par des spécialistes ne peut pas contribuer à crédibiliser une posture politique. À l'inverse, un vocabulaire scientifique qui s'appuie sur le quotidien, le vécu d'une population, participe vraisemblablement à une meilleure intégration de ce discours scientifique dans l'adhésion de la population. C'est vraisemblablement d'ailleurs une des tâches essentielles du politique que de faire cette digestion entre le regard scientifique qui nourrit une analyse, une réflexion et vraisemblablement une décision à un moment donné, et la façon de le présenter de façon à ce qu'il réponde à une préoccupation exprimée par la population, de façon à ce qu'il crée une perspective, des attentes, je dirais presque un désir pour la population. C'est vraisemblablement, de mon point de vue en tout cas, un champ important du politique que de faire cette vulgarisation. Lorsqu'on a des scientifiques qui savent le faire avant nous, c'est évidemment une facilité très importante pour le travail qui est le nôtre. Cela étant, une crise, je dirais presque étymologiquement, c'est d'abord un moment qui bouscule la réalité quotidienne des personnes qu'elle concerne. C'est pour le politique d'abord la nécessité de faire des choix dans des temps extrêmement courts et avec par conséquent un recul analytique relativement modéré. Et je dirais que de ce point de vue-là, vraisemblablement que c'est souvent la
posture qui est prise, qui peut aider à faire accepter, à faire comprendre, à faire aussi peut-être évoluer la façon dont est perçu le langage politique qui s'appuie sur une analyse scientifique. Et de ce point de vue-là, je pense que le dialogue entre scientifique et politique, lorsqu'il donne lieu à un discours politique qui est transparent, où il permet de dire voilà les données existantes, voilà les données manquantes, voilà les données prises en considération, voilà les priorités qu'on a prises, qu'on a adoptées en regard de l'ensemble des données à disposition, respectivement de celles qui manquaient. Lorsque le politique dit aussi c'est les incertitudes qui peuvent être les siennes ou les controverses qui existent entre les scientifiques, on a une adhésion qui est forcément plus favorable que lorsqu'on s'appuie sur une thèse scientifique, qu'on la présente comme une vérité qui légitimerait quasi automatiquement un discours politique, un choix politique ou une décision politique. Et je pense qu'au fond que il y a non seulement le dialogue entre scientifique et politique, mais il y a aussi la façon dont le politique ensuite, avec transparence, avec humilité aussi, retranscrit les critères de ses choix, appuyés le cas échéant sur l'analyse scientifique. Et puis évidemment la question aussi du respect des points de vue différents lorsque le politique exprime du respect, de la pondération pour d'autres points de vue que celui qu'il exprime, que celui qu'il a choisi à un moment donné compte tenu des informations à sa disposition. On a aussi forcément une meilleure acceptabilité des décisions qui sont prises et des choix qui sont exposés. Et finalement, c'est un élément qui nous a aussi pas mal occupé d'ailleurs dans la gestion de cette crise du Covid depuis 1 an et demi. On a retenu de façon assez systématique l'idée que toutes les décisions que nous prenions devaient être fondées sur 3 critères. C'est pas vrai seulement dans les crises, mais c'était particulièrement important de l'exprimer dans cette crise. Celui de la nécessité, une mesure prise, une décision adoptée répondait à un besoin. Celui de la proportionnalité, aucune autre mesure que celle prise ne pouvait aboutir à un résultat aussi performant en faisant avec moins d'impact négatif. Et celui de la légitimité, l'autorité qui l'apprenait était légitime au moment où elle l'apprenait pour l'apprendre. Donc nécessité, proportionnalité, légitimité, c'est des choses qu'on a systématiquement, je dirais, mis en avant pour articuler les décisions qu'on avait à prendre. Et de ce point de vue-là, le regard scientifique permet d'étayer en tout cas deux des trois de ces 3 critères. La nécessité, on a besoin d'un discours qui nous dit pourquoi dans tel cas de figure, telle mesure est adaptée, indiquée du point de vue d'un regard scientifique. Pourquoi d'autres mesures ne sont pas plus indiquées, c'est-à-dire que celle qui est prise est proportionnelle à l'enjeu. Et puis la légitimité, là on est plutôt sur le cadre institutionnel. À l'inverse, comme je l'ai dit, une approche qui serait complètement unilatérale, qui s'appuierait sur une vérité scientifique unique et qui s'imposerait dans le discrédit de ses opposants, respectivement dans le mépris des autres thèses, je pense à peu de chances de traverser. Donc voilà, le regard scientifique, je pense qu'il est d'abord en dialogue quand il est au service d'une posture transparente, humble, vraisemblablement qu'il est un outil extrêmement important. Lorsqu'il est au service d'une approche un peu plus autoritaire, unilatérale, vraisemblablement plus problématique. J'entendrai volontiers dans la suite de cette table ronde la façon dont les scientifiques formulent, eux, des attentes à l'égard du politique, sur la façon de considérer le regard scientifique dans la prise de décision politique, la façon dont on peut légitimer, au fond, ce regard scientifique dans le discours politique. Je conclurai en disant que, de mon point de vue, il y a des lieux qu'on ne ménage pas suffisamment. C'est les lieux où se confrontent le point de vue du terrain, le point de vue politique et le point de vue scientifique. On a en Suisse et dans mon canton une pratique assez étendue des commissions dites consultatives, où on peut vraiment provoquer sur des thèmes donnés des échanges entre ces trois regards, du terrain, de la science et du politique, où justement on peut convier du point de vue du regard scientifique les sciences humaines, sociales, mais aussi les médecins, les économistes et les sociologues, et où ça permet par conséquent de nourrir non seulement la décision politique, mais aussi, je dirais, de permettre
d'approprier dans différents milieux la façon dont le politique va articuler ces différents regards pour fabriquer une décision et susciter, si possible, de l'adhésion. Voilà pour mes premiers propos. Je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai largement utilisé le temps qui m'était imparti. Vous pouviez encore un petit peu. Alors, on n'a pas de questions Alors, dans le si je chat. peux encore un peu, je fais Oui. volontiers Ah, un dernier propos avec deux exemples tirés de mon expérience personnelle. Le premier, c'est un dossier que j'ai eu l'occasion de présenter. Vous savez qu'en Suisse, on vit avec la démocratie directe. Ça veut dire que les grandes décisions sont prises, le cas échéant, par des votes populaires dans le cadre de référendums ou même d'initiatives populaires. Et je pense que du point de vue technique, le dossier le plus solide que j'ai eu à présenter au cours de mes 20 ans de carrière politique est c'est un dossier qui concernait l'organisation hospitalière, où on était allé organiser l'information jusqu'à étudier les flux de trafic que l'on générait, les impacts sur l'aménagement du territoire, les impacts sur l'économie du territoire. Bref, un dossier extrêmement bien étayé. C'est un dossier qui, je pense, est le meilleur dossier technique que j'ai eu à présenter sur 20 ans, et c'est un dossier qui s'est terminé en échec politique puisqu'il a été refusé dans les urnes par la population de mon canton. À l'inverse, un dossier de nature fiscale qu'on présente aujourd'hui comme un succès, qui a fait preuve de pas mal d'originalité, y compris avec des éléments qui, du point de vue en tout cas des économistes, avaient quelques éléments qui étaient contestables, puisqu'il consistait à augmenter un peu la taxation des facteurs de production pour réduire la taxation des bénéfices et des revenus une fois ceux-ci générés. Du point de vue économique, c'est effectivement une posture qui est en partie contestable. Cette réforme-là est encore vue et vécue comme un succès dans mon canton, mais simplement elle répondait, contrairement à la première, à une aspiration, à une attente exprimée par la population de voir un nouveau dynamisme naître dans le territoire, de voir une faiblesse identifiée du canton corrigée, et de voir, je dirais presque, un verrou sauter sur toute une série d'autres dynamiques politiques. Et au fond, sur le désir, sur l'aspiration, sur la perspective qu'on ouvrait, on a réussi une réforme qui n'était pas parfaite du point de vue scientifique. À l'inverse, un dossier extrêmement bien monté sur le plan technique et scientifique a échoué devant la population parce qu'il ne correspondait pas à une aspiration, mais il était plutôt un peu poussé par le politique. Et je pense que c'est deux exemples qui, pour moi, m'inspirent pas mal dans les décisions que je dois prendre aujourd'hui, de toujours veiller à ce que, en plus du regard scientifique, de l'argumentaire technique d'un dossier, on arrive à l'inscrire dans une attente et dans le fait de tracer des perspectives pour la population qui doit ensuite faire avec les décisions politiques qu'on lui propose. merci beaucoup. Dans les deux exemples que vous venez de citer, on a l'impression comme ça que les attentes de la population pesaient plus lourd que les arguments scientifiques. Est-ce que vous pensez que l'expérience de la crise que nous traversons va changer ce fait, cette balance? Au fond, je renoncerais à pondérer l'un au détriment de l'autre. Je pense que vraiment le travail du politique que je suis, c'est de marier l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on va pas faire des choses absurdes parce qu'elles sont attendues par la population. On sombrerait dans la pire des démagogies. À l'inverse, faire des choses qui sont techniquement, scientifiquement parfaitement étayées, mais qui ne sont pas acceptables, n'a aucune chance dans la durée. Et je pense pas seulement dans un système de démocratie directe, mais on réveille dans d'autres systèmes des mécanismes de blocage également. Et je pense qu'on ne produit rien de bien, de crédible et durable, surtout avec des décisions qui ne créent pas, comme je l'ai dit, soit du désir, soit des perspectives, soit les deux. Et je pense que c'est vraiment dans le mariage de ces deux éléments, des éléments étayés scientifiquement, techniquement, mais parfois avec un ou deux compromis qui sont nécessaires pour susciter l'adhésion. Et c'est dans cet équilibre-là, à mon avis, que réside disons, la subtilité du travail qui est celui du politique. Je vous remercie. Nous allons entendre Agnès Lefranc, qui elle est à la tête d'un service qui accompagne la décision de l'élu et qui traduit aussi les savoirs scientifiques. Est-ce que vous êtes accompagné par ce type de service aussi, Monsieur Kurt? Oui, on a évidemment
disons, des services des services que j'appellerais de terrain ou techniques qui sont offrant à fournir la prestation, à organiser la prestation à l'égard de la population, et puis des services d'état-major qui nous conseillent sur à la fois encore une fois la façon d'étayer par des faits, des analyses techniques ou scientifiques, les dossiers que l'on présente, et puis avec lesquels on est en dialogue aussi sur le ressenti de la population, les dynamiques ou les dimensions de communication, de perception, d'attente qui peuvent s'exprimer et dans lesquelles on peut inscrire finalement l'argumentaire autour d'une décision politique. J'ai une dernière question qui reprend un peu mes 2 questions précédentes qui pouvaient sembler un peu dégoûtées, mais il me semble que c'est une nouvelle posture, dites-moi si je me trompe, une nouvelle posture des politiques d'être en prise plus ou moins directe avec les scientifiques. Je ne suis pas sûre que le terme en prise soit le bon, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez récent et d'assez nouveau. Est-ce que je me trompe? Je pense pas que ça soit si récent. En revanche, je pense que c'est souvent négligé, c'est-à-dire que la charge d'un élu est telle qu'on a vite tendance à se concentrer sur les échéances, pas seulement les échéances politiques, hein, mais les échéances de ce que nous avons amené, des réunions que nous avons à conduire, des dossiers que nous avons à présenter, et à négliger le temps du regard un peu distant sur ce qu'on est en train de prendre comme décision, du dialogue avec aussi bien les acteurs que ceux qui sont justement un peu en dehors. Et je pense que c'est un piège qui peut guetter le politique. Je suis pas sûr que c'est une évolution récente, mais je pense qu'en revanche, il y a certainement des temps où on peut identifier une distance trop grande entre le scientifique et le politique. Eh bien, je vous propose d'entendre maintenant Madame Agnès Lefranc, et je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes là aussi, en espérant qu'on aura des questions sur le chat. Pour l'instant, aucune. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, déjà, merci de donner l'opportunité, dans le cadre de ce congrès, de présenter effectivement quelle pourrait être la place d'un service technique entre connaissances scientifiques et prise de décision. Puisque, effectivement, comme ça a été indiqué lors de l'intervention précédente, je pense qu'un service technique, alors, j'aime beaucoup cette distinction entre service d'état-major et service opérationnel, qu'on n'a pas nécessairement en France. Mais dans tous les cas, les services techniques, en tout cas de collectivités territoriales, sont justement entre connaissances scientifiques et prise de décision. Alors, c'est une position qui peut paraître inconfortable, hein, voire entre deux chaises, pour reprendre l'expression bien connue, mais qui est, à mon sens, essentielle au regard des besoins du politique, qui sont d'avoir une traduction en termes opérationnels de la connaissance scientifique, et puis qui, à titre personnel et en tant que pratique professionnelle quotidienne, est de mon point de vue absolument passionnante. Alors, tout d'abord, peut-être pour expliciter, pour ceux qui ne les connaissent pas ou mal, quels peuvent être les rôles d'une collectivité territoriale en santé environnementale en particulier, et quel est le rôle au sein de ces collectivités territoriales des services techniques. Donc en France, les collectivités territoriales, en particulier les communes et les départements, ont des obligations réglementaires en matière de santé et de santé environnementale, hein. Il va s'agir de la lutte contre l'habitat indigne, de la lutte contre la prolifération de certaines espèces dites nuisibles, de la protection maternelle et infantile. Tout ça, c'est des choses qui figurent dans des textes de loi et dont la responsabilité est confiée soit aux communes, soit aux départements. Mais au-delà de ça, les collectivités territoriales, et en particulier les communes, ont aussi des compétences en matière d'aménagement au sens large, hein, urbanisme, voirie, espaces verts, logement, la propreté. Elles ont aussi des rôles d'accueil de certaines populations vulnérables, hein, que ce soit les enfants des crèches, écoles et collèges publics, les personnes âgées via les centres d'action sociale, les bénéficiaires des aides sociales. Donc, l'ensemble de ces compétences diverses, et puis la proximité aux usagers, hein, qu'on a quand on est dans une collectivité territoriale, font de ces acteurs des acteurs extrêmement importants en matière de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'affecter la santé. Donc, ces collectivités territoriales, elles ont ainsi un rôle essentiel pour mettre en œuvre l'ambition que vous connaissez certainement tous, affichée par l'OMS, qui est de mettre la santé dans toutes les politiques, et en particulier de mettre la santé environnementale dans toutes les politiques, on va dire en situation hors crise, mais également en situation de crise. Alors, ça consiste bien évidemment à prendre en compte les problématiques de santé dans les différentes politiques sectorielles,
pour promouvoir dans toutes ces politiques un environnement favorable à la santé, à la fois en favorisant des actions qui réduisent les expositions aux pollutions et nuisances environnementales, hein, toutes les actions qui vont porter sur le trafic routier, sur les stratégies d'achat pour acheter des produits d'entretien qui émettent moins de substances dangereuses, l'élimination progressive du plomb et de l'amiante dans les établissements, la gestion des déchets, la gestion des espaces verts, et au-delà de cette prévention des expositions nuisibles à la santé, la promotion d'aménagement d'un environnement favorable à la santé, avec évidemment une attention particulière sur, à l'heure actuelle, les mesures d'adaptation au changement climatique et tout ce qui va affecter la qualité de vie, y compris dans des circonstances exceptionnelles telles que celles qu'on a connues pendant le confinement. Donc, les actions des villes et des départements, elles vont permettre, grâce à ces différents leviers qu'il leur est possible d'actionner, de contribuer à réduire les inégalités de santé par des actions qui vont porter éventuellement plus spécifiquement sur des territoires ou des populations plus vulnérables et pour lesquelles, là aussi, il existe des dispositifs réglementaires qui permettent à ces collectivités territoriales d'agir plus spécifiquement dans ces zones ou les quartiers politiques de la ville, ce type d'action. Par ailleurs, les villes et les départements ont, par leur proximité aux usagers, une relation privilégiée qui leur permet de mener des actions de sensibilisation, d'information, de formation sur les connaissances en santé environnementale et sur les comportements favorables à la santé. Donc, ce cadre étant posé, pour parler du service technique que je dirige, donc le service parisien de santé environnementale, c'est un service de la ville de Paris qui compte aujourd'hui 3 laboratoires et 2 départements scientifiques et techniques et qui dispose ainsi à la fois de capacités d'intervention sur le terrain et d'analyse pour s'assurer que l'environnement physique, chimique et biologique dans les établissements de la ville et les espaces publics ne présente pas de risque inacceptable pour la santé des travailleurs de la ville et des usagers. Mais c'est un service qui dispose également de capacités d'études et d'expertise qui permettent d'apporter un appui et un conseil basés sur des connaissances et des compétences scientifiques aux directions de la ville, mettant en œuvre des politiques publiques dans des domaines variés tels que l'urbanisme, la biodiversité, la résilience, la construction publique, l'action sociale, etc., pour que ces politiques intègrent la dimension santé et santé environnementale. Par ailleurs, ce service promeut le développement d'une culture de la santé environnementale au sein des services de la ville et de la communauté parisienne, et j'inclus dans cette communauté parisienne effectivement les différents élus, via notamment la mise à disposition d'outils de formation et d'information adaptés aux différents publics. Donc, ce service a un rôle à la fois de production de connaissances scientifiques, de transmission de connaissances scientifiques et techniques, et il regroupe des compétences mobilisables pour apporter un appui en termes de conseils, d'expertise au service de l'action publique et de la décision dans les différents domaines d'action de la ville de Paris. Alors, après dans ce contexte professionnel qui avait été précédé d'une plus longue période d'exercice au sein d'agences de sécurité sanitaire, mon analyse personnelle est que plus que de s'opposer, les activités de production de connaissances scientifiques et d'expertise d'une part et de gestion et de prise de décision d'autre part vont s'organiser dans un continuum. La connaissance scientifique produite par l'expertise scientifique doit être portée à la connaissance des décideurs sous une forme qui leur soit intelligible et utilisable, en rendant compte des incertitudes. Il faut que les décideurs, au regard des informations qui leur sont transmises par notamment les services techniques, soient en capacité d'intégrer ces connaissances scientifiques et les incertitudes qui les entourent parmi les éléments pris en compte pour la prise de décision, qui, comme ça a été rappelé lors de l'intervention précédente, va s'effectuer en prenant en compte de nombreux autres paramètres. Alors, le contexte sociétal, les aspects économiques, tous ces éléments qui ont été précédemment évoqués. Alors, on voit bien que dans ce contexte, les traductions sous forme d'impact, par exemple, de liens qui sont connus par ailleurs entre facteurs environnementaux et santé, vont avoir un rôle essentiel. Alors, je vais prendre l'exemple de la traduction sous forme d'impact des effets de la pollution atmosphérique. Les liens, aussi bien à court terme qu'à long terme, entre exposition à la pollution atmosphérique et santé, ils ont été très bien établis par les études épidémiologiques. Cependant, on sait, je pense tous, que présenter juste un excès de risque relatif de quelques pourcents à un décideur, ça lui parle assez peu et c'est en outre extrêmement difficile à prendre en compte pour fonder une décision publique parce que quand en face, on a par exemple le coût économique d'une mesure de lutte contre la pollution atmosphérique, comment mettre en relation un coût économique et un excès de risque relatif ?
Donc tout le travail qui a été fait pour quantifier les impacts de la pollution atmosphérique, et notamment par l'Institut de veille sanitaire et Santé publique France, a permis de traduire ces liens établis par les études épidémiologiques en quantification du nombre de décès, d'hospitalisations, de différentes manifestations sanitaires, voire de valorisation monétaire des effets de la pollution atmosphérique. Et on a bien vu, dès lors qu'on était en capacité de fournir ces éléments aux décideurs, combien ces éléments pouvaient être pris en compte et intégrés dans la prise de décision en faveur de réglementations plus strictes en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Donc c'est vraiment pour moi extrêmement illustratif de la façon dont un effort de traduction, de mise à disposition des décideurs de données qui leur soient vraiment utilisables, intégrables parmi l'ensemble des paramètres qui fondent la prise de décision, peut apporter une meilleure prise en compte de données qui restent des données scientifiques. Alors, le dispositif de sécurité sanitaire qui a été mis en place en 1998 en France, il s'appuie notamment, selon les mots même prononcés à l'époque par Bernard Kouchner, sur, je cite, une expertise scientifique forte et indépendante. Alors, cette indépendance, à mon sens, et je veux revenir là sur la notion de continuum que j'illustrais précédemment, elle ne doit pas être traduite par une opposition entre ce que serait la science d'une part et d'autre part la décision. Il est bien évidemment essentiel de garantir que les connaissances scientifiques produites par les institutions et les personnes qui exercent ne soient pas biaisées par des liens, que ce soit des liens d'autorité ou des liens financiers. Mais au-delà de l'indépendance telle qu'elle est entendue dans la loi de 98 et telle qu'elle a été traduite dans le statut d'un certain nombre d'institutions qui fondent le dispositif de sécurité sanitaire en France, je souhaiterais, moi, aujourd'hui, insister sur les notions complémentaires et qui ont d'ailleurs été évoquées dans l'intervention précédente de transparence et de lisibilité. Ces notions, moi, elles me semblent essentielles pour assurer, voire restaurer, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même une certaine perte de confiance, la confiance dans les productions de l'expertise scientifique. Alors, c'est à la fois de la transparence et de la lisibilité dans les organisations qui sont productrices de cette expertise scientifique, au sens de quel est leur statut, quels sont leurs donneurs d'ordre, de quelles autorités dépendent-elles. Mais c'est aussi une nécessité, cette nécessité de lisibilité et de transparence, qui, à mon sens, doit aussi s'appliquer aux individus qui exercent dans les différentes institutions et au-delà aux personnes qui participent au débat scientifique. Quels sont leurs liens d'intérêt, bien évidemment? Quels intérêts, y compris non financiers, sont-ils porteurs? On peut avoir des liens d'intérêt non financiers, à mon sens. On peut avoir, pour des raisons de croyances, d'opinion politique, on peut être porteur d'un certain nombre d'intérêts sans que cela ne transparaisse au titre de liens financiers. Et cette notion de lisibilité et de transparence, elle me semble vraiment très importante pour, d'une part, assurer que les décideurs disposent de connaissances scientifiques fiables et d'une connaissance des incertitudes qui représentent l'état de l'art vraiment à un moment donné, et d'autre part, que les décisions prises en intégrant parmi d'autres ces connaissances scientifiques puissent bénéficier d'une certaine confiance de la part des citoyens qui en sont directement affectés, puisque, comme c'était rappelé très justement lors de l'intervention précédente, au final, ces décisions, quand bien même elles sont fondées sur des éléments scientifiques, elles vont affecter la vie des gens, pour dire les choses très simplement. Et donc, ça va nécessiter possiblement des modifications, ça va introduire des changements. Et donc, il faut que ces changements ils puissent être compris pour mieux être acceptés. Je ne dis pas que la compréhension entraîne nécessairement l'acceptation, mais elle peut au moins y contribuer. Alors, Monsieur Kurt demandait précédemment quelles étaient les attentes des scientifiques vis-à-vis des décideurs, puisque réciproquement, il nous avait fait part des attentes des décideurs vis-à-vis des scientifiques et des services techniques. De mon point de vue, les attentes que peuvent avoir les services techniques ou les agences productrices d'expertise ou les personnes qui participent au débat scientifique, les attentes vis-à-vis des politiques et des décideurs, c'est peut-être justement sur leur capacité à offrir au niveau du cadre législatif et réglementaire des garanties sur cette indépendance et sur cette transparence qu'il y a des attentes de la part de la communauté scientifique au sens large, dans laquelle j'inclus toutes les personnes qui participent au débat scientifique et également les services techniques qui peuvent exister dans les différents organismes, que ce soit collectivités territoriales ou au niveau national.
Voilà, j'espère que ça vous aura donné un petit aperçu de ce que pouvait être à la fois la position d'un service technique au sein d'une collectivité territoriale et puis peut-être des ouvertures sur ce lien et ce qui pour moi est plus, comme je le disais, un continuum qu'une dichotomie entre production, enfin connaissance scientifique et prise de décision. Voilà. Avec un regard un peu particulier de là où vous êtes, puisque toutes les collectivités n'ont pas la chance, entre guillemets, d'avoir un service technique qui est en mesure d'apporter cette connaissance scientifique qui permet de favoriser cette digestion et cette lisibilité et tous les éléments de transparence indispensables dont vous avez parlé. Je pense que c'est peut-être là où se situe sans doute la difficulté pour beaucoup d'élus en collectivité qui n'ont pas voilà, qui ne sont pas forcément accompagnés de cet endroit de digestion auprès d'eux. Alors, tout à fait. On voit bien notamment la mission d'information du Sénat qui s'était intéressée dans le cadre d'une réflexion sur les politiques de santé environnementale en France et qui avait inclus dans ses auditions différentes collectivités territoriales. En évidence la difficulté qu'ont certaines, notamment petites collectivités territoriales, à avoir en interne des compétences à l'appui justement de cette digestion, on va dire, pour résumer tout ça en un seul mot. Bon, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il existe quand même un certain nombre de réseaux et de ressources qui sont mobilisables à ce sujet, bon, dont le CNFPT d'ailleurs. Mais au-delà de ça, et je pense que là, le niveau national a un rôle important et les instances d'expertise nationale ont un rôle important aussi, de mettre leurs conclusions à disposition et non, c'est pas seulement mettre le rapport en ligne, mais sous une forme qui soit utilisable, comme je le disais, et intelligible par les décideurs, y compris au niveau local. Alors je trouve que c'est quelque chose qui va plutôt en s'améliorant au cours des dernières années, avec de nombreux guides méthodologiques, documents techniques qui sont produits par différentes instances. Et je pense notamment à tout ce qui concerne l'urbanisme favorable à la santé, où on voit un ensemble de documents et d'outils qui sont mis à disposition des collectivités territoriales sous une forme très franchement mobilisable, sans avoir sur le fond théorique des sujets, des connaissances énormes, et donc des services d'urbanisme dans des collectivités, y compris qui ne disposent pas de services santé-environnement dédiés, peuvent mobiliser ces outils de façon tout à fait profitable pour promouvoir un environnement favorable à la santé au travers de leurs projets urbains. Donc, on a quand même un ensemble d'outils qui est mis à disposition. On peut citer également un certain nombre de réseaux, le réseau des villes santé de l'OMS, par exemple, qui vont permettre des échanges inter-villes, sans mauvais jeu de mots par rapport aux jeux télévisés, mais entre les villes, entre les services techniques des villes, avec des questions qui vont pouvoir être posées possiblement par des services techniques de villes qui n'ont pas la compétence en interne et qui vont pouvoir trouver une réponse grâce aux contributions d'autres services techniques de villes qui, elles, ont cette compétence disponible en interne. Donc, c'est quand même quelque chose qui s'organise de plus en plus et qui, à mon sens, est tout à fait profitable parce que je pense que pour un certain nombre de sujets en santé environnementale, la commune ou le département représente une échelle géographique tout à fait pertinente. Alors, pas nécessairement pour produire de la connaissance scientifique, parce que très souvent, c'est trop petit, par exemple, pour faire une étude épidémiologique en termes de taille de population. Par contre, pour mettre en œuvre les mesures qui vont vraiment favoriser un environnement favorable à la santé pour les personnes qui y habitent, c'est l'échelon qui, dans un certain nombre de problématiques, est parfaitement indiqué. Si on pense aux problématiques de propreté, ça ne se règle pas au niveau national, évidemment. On peut fixer un cap, mais après, la déclinaison, elle sera nécessairement locale. On a beaucoup présenté aujourd'hui la réflexion, le maillage depuis l'expertise scientifique jusqu'à l'élu. Est-ce que vous êtes sollicité par les élus aussi qui ont des besoins de connaissances, qui ont un besoin d'expertise? Est-ce que dans l'autre sens, ça fonctionne aussi? Et comment? Est-ce que là aussi, vous avez des critères que vous donnez très importants pour garantir là également l'indépendance, la transparence, la lisibilité?
Alors, vous voulez dire, est-ce que les élus nous sollicitent pour Et est-ce qu'ensuite, vous pouvez mettre en œuvre, Monsieur Kurt nous a bien dit l'importance d'avoir un regard pluridisciplinaire au niveau scientifique. Est-ce que vous pouvez réunir une commission de différents scientifiques? Est-ce que tout cela peut se faire aussi facilement dans ce sens-là? Alors, ça peut exister, hein, la réunion de la mise en place de conseils scientifiques ou de choses qui ressemblent, on va dire, enfin, qui ont pour objet de travailler scientifiquement sur une thématique existe, hein, plutôt pour des projets d'envergure qui sont conduits en mode projet, donc avec la constitution justement de ces instances spécifiques. Mais oui, ça existe avec l'association, y compris d'experts extérieurs à la ville et dans différents domaines, hein, évidemment les domaines classiques mobilisés en santé environnementale que sont l'épidémiologie, la toxicologie, mais également tous les aspects sciences sociales, géographie, tous ces éléments qui sont en effet au moins tout aussi essentiels que l'épidémiologie et la toxicologie pour conseiller la décision publique. Merci. Alors, Jean Simos nous pose une question pour vous, mais j'ai un souci, je ne peux pas lire la fin de la question. Donc, Jean, si tu peux la réécrire peut-être dans le message. Le début étant, est-ce qu'il y a aussi des demandes de formation spécifiques qui viennent de la part d'eux? Et je ne vois pas la suite. Des élus. Moi, j'ai la vous suite. voyez-vous, la chance. Voilà, Alors, les élus nous font pas, enfin, ça fait pas si longtemps que ça, je suis à la ville de Paris. Depuis, au cours donc des 3 années passées, j'ai pas eu de demande de formation vraiment sous le terme formation spécifique des élus. Par contre, la demande d'élus, par exemple, d'avoir des informations avec une réunion ad hoc organisée sur, par exemple, ce qui est une évaluation des impacts sur la santé, elle est très fréquente, récurrente, hein, et on y répond. Hein. J'ai vu que participer à cette table ronde un certain nombre de personnes qui travaillent dans le service justement sur ces sujets des évaluations des impacts en santé. Présenter la méthodologie des évaluations des impacts sur la santé, c'est quelque chose qu'on fait de façon récurrente, en particulier auprès des élus, mais aussi auprès des personnels de la ville. Hein. On intervient notamment pour former les ingénieurs qui sont dans les différents services pour qu'ils aient connaissance de cette méthode et de la façon dont ils peuvent la mobiliser dans les projets qui sont ceux de leur service et qui relèvent donc de politiques d'autres secteurs que la santé. Très bien. Je vous remercie et je vous propose de donner la parole maintenant à Monsieur Denis Miro-Navière pour une dizaine de minutes également. Bonjour, et Bonjour. Comme les précédents intervenants, je remercie les organisateurs de ce congrès, de cette session de m'avoir invité. Alors, effectivement, Madame Ayad, vous avez bien signalé que si dans l'intitulé de mes fonctions n'est cité que la Commission nationale de déontologie des alertes en santé publique et environnement, je pense que le thème général de ce colloque et de cette table ronde en particulier renvoie plutôt à des fonctions que j'ai occupées pendant longtemps, pendant 25 ans, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France, à l'AFSE, qui a été intégré aujourd'hui dans l'ANSES, dont j'ai été premier directeur scientifique, le Haut Conseil de santé publique, etc. Et pourtant, réflexion faite, je vais tenter brièvement de m'appuyer sur à la fois l'expérience longue de cette expertise dans le domaine principalement de l'évaluation, et j'y reviendrai, de l'analyse du risque, et cette expérience plus récente à la commission de déontologie. Au Conseil de santé publique, et puisque c'est là que j'ai passé le plus de temps, la première leçon que je tire de cette expérience, c'est que l'expert doit apprendre à être modeste. Alors, j'ai beaucoup aimé dans l'intervention de M. Kurt, lui, il parle d'humilité, moi je parle de modestie, on n'est pas loin. Hein. Et c'est particulièrement vrai dans le champ de la santé environnementale. Cette modestie nécessaire, bien sûr, parce que la connaissance scientifique est toujours imparfaite, en tout cas sur les risques auxquels nous avons affaire aujourd'hui, souvent diffus, effets différés, multifactoriels, et ces connaissances sont donc évolutives, et c'est pas la moindre caractéristique dans le domaine des situations de crise. Alors, l'expertise collégiale que nous mobilisons de plus en plus en matière de santé environnementale conclut sur des risques et sur les moyens qui paraissent
qui paraissent le mieux à même de prévenir ou de réduire ces risques, et sont toujours frappés. Cette expertise est toujours frappée, plus ou moins selon les sujets, d'une part d'éléments incertains. Alors, bien sûr, il s'agit, et c'est bénéfique du point de vue de la recherche, d'autant de pistes pour améliorer les connaissances, mais cela appelle, et c'est vraiment important, à être très vigilant sur l'évolution de ces données, l'évolution des connaissances, ainsi que sur la nécessité d'évaluer l'impact à court et moyen terme des mesures qui auraient été mises en œuvre à partir de ces informations à un moment donné. Mais d'autre part, l'expert doit être très, très modeste parce que il faut qu'il, et là l'exposé de M. Kurde, mais ainsi que ce qu'a dit Agnès Lefranc vont dans le même sens. Vous verrez une grande cohérence, je constate, entre ces trois propos. Les attentes des décideurs publics face aux préconisations qui y sont adressées et les critères de décision de ces décideurs publics ne se superposent que très partiellement avec ceux qui inspirent l'évaluation du risque. Ils relèvent plutôt, et je vais développer un petit peu, plus de ce qu'on appelle dorénavant, en tout cas issu de la terminologie anglo-saxonne et américaine plus particulièrement, de l'analyse de risque, c'est-à-dire de l'évaluation des différents scénarios d'action envisageables, leur efficacité attendue pour différents publics cibles, leur coût, leur acceptabilité par différentes composantes de la santé de la société qui sont impliquées par les risques en jeu, en raison des contraintes que ces scénarios peuvent exercer sur les différents acteurs. Alors, bien entendu, parmi les questions et les critères d'appréciation de ces préconisations, de ces propositions que les experts vont formuler, c'est bien sûr quelle est l'ampleur de l'impact sanitaire vraisemblable, qui sont les personnes qui vont être victimes, et ces éléments sont issus directement de l'évaluation du risque. Mais c'est aussi, et on l'a déjà entendu précédemment, combien ça va coûter? A-t-on les ressources humaines en nombre, en qualification, et ressources financières, mais aussi organisationnelles, pour mettre en œuvre ces préconisations? La menace de protestation de différents groupes d'intérêt, plus ou moins énergiques et favorables aux autorités en place, c'est ce que je me permettrai de faire allusion aux troubles graves qui ont cours en ce moment en Guadeloupe, pour illustrer ce propos. Donc, du point de vue de l'expertise, et là je m'inscris bien du point de vue de l'expertise scientifique, ne pas comprendre que ces différents critères de jugement et ne pas les inclure, comme je le dis dans l'expertise scientifique, une analyse de ces difficultés, de ces résistances, ou au contraire des facteurs facilitateurs, c'est être bien naïf, voire aveugle. C'est pourquoi je ne cesse de plaider, et beaucoup ici à la Société francophone de santé et environnement m'ont déjà entendu tenir de tels propos, pour que s'institutionnalise et se professionnalise en France, et bien entendu dans d'autres pays, l'expertise en analyse du risque, avec bien sûr des spécialistes des différentes sciences issues de l'évaluation du risque, mais également sociologues, politistes, juristes, sciences de l'ingénieur et d'autres sciences selon les sujets qui sont sur la table. Et en tant que président, comme vous l'avez dit, pendant une douzaine d'années de la commission des risques liés à l'environnement du Haut Conseil de santé publique, avec la vice-présidente Francine Marano, avec laquelle on a exercé plusieurs mandats ensemble, nous n'avons eu de cesse, pendant cette longue période, de faire en sorte que progressivement, ces champs disciplinaires issus des sciences de l'ingénieur et des sciences sociales soient de plus en plus représentés au sein du Haut Conseil de santé publique. À cet égard, la CSRE est aujourd'hui d'une composition qui est totalement différente de celle des autres commissions du Haut Conseil de santé publique. C'est pourquoi, si vous me permettez ce petit mot d'humour, elle est à ce point poil à gratter. Mais je voudrais quand même si ça sera un tout petit peu plus court, m'inspirer de l'expérience issue de ces 5 années de présidence, bientôt 5 années de présidence de la Commission nationale de déontologie et des alertes en santé publique et environnement. C'est une commission administrative indépendante qui a été mise en place effectivement en 2017 et qui a
principalement de deux fonctions. La première est d'encourager les institutions chargées de l'expertise scientifique et technique pour apporter des conseils auprès des décideurs et informer la société, les différentes parties prenantes, les accompagner dans l'amélioration continue de leur pratique déontologique. Et par pratique déontologique, j'entends la gestion de plus en plus rigoureuse des liens d'intérêt que les experts et les institutions peuvent avoir, l'ouverture des instances de gouvernance de ces institutions à des représentants de la société civile dans leur domaine de compétences, à la transparence sur les méthodes suivies par les différents travaux d'expertise et qui aboutissent à leurs conclusions. Je rappelle d'ailleurs à cet égard, et vous comprendrez très très vite pourquoi c'est à ce point important, que la CNDAS est une fille de la crise du Mediator de 2009-2010, qui a révélé ô combien douloureusement combien l'insuffisance de la maîtrise des liens d'intérêt entre les experts internes et externes et différents acteurs économiques pouvait avoir des conséquences absolument désastreuses pour la santé. Mais la deuxième grande mission, c'est de faciliter la remontée des signalements issus de la société civile sur de possibles menaces ou des dégâts déjà constatés pour les personnes et pour les milieux, bref, pour le vivant, pour faire court. Et vous savez peut-être que la semaine dernière, c'est tout récent, a été votée à l'Assemblée nationale la loi en première lecture de transposition de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte, directive qui date d'octobre 2019. Et la Commission a beaucoup mouillé sa chemise pour étendre la protection à toute personne et toute ONG ou association qui, de bonne foi, portera une alerte. Nous avons pas mal avancé, mais il y a encore beaucoup de travail sur la table. La seconde lecture, d'abord le Sénat, puis la seconde lecture interviendra probablement au mois de janvier. Mais pour revenir au thème de cette table ronde, quelle est la place de l'expertise scientifique dans cette seconde mission que je viens d'exposer brièvement? Je prendrai pour cela deux exemples, pour illustrer, très différents l'un de l'autre, pour illustrer la grande diversité d'ailleurs des alertes, des signalements qui nous sont adressés, qu'on caractérise, qu'on qualifie dit de voisinage ou bien de signalement d'ampleur beaucoup plus globale. Alors, premier exemple, nous recevons au printemps dernier un signalement d'un élu d'une commune du Sud-Est où se trouve un grand site industriel qui nous indique ne pas réussir à obtenir de la part de l'ADREA, c'est-à-dire l'administration territoriale en charge du contrôle de la sécurité des activités industrielles et de l'impact pour l'environnement de ces activités industrielles, ou de l'Agence régionale de santé, au sujet d'épisodes répétés sur plusieurs semaines de concentration élevée de mercure dans l'air. Il en avait été prévenu par le réseau de surveillance de la qualité de l'air qui a parfaitement fait son travail à cet égard. Dans notre rôle donc de médiation entre la société civile et les autorités publiques, nous demandons ainsi au préfet d'informer les élus, les professionnels de santé et donc indirectement la population sur ce que signifient ces épisodes et sur les risques qu'ils recouvrent le cas échéant. La réponse, je dois dire d'ailleurs que nous n'en avons pas toujours de la part des autorités auxquelles nous nous adressons. La réponse est insatisfaisante, en ce sens qu'ils se réfugient pour justifier l'absence d'information. Alors, ils ont bien décrit quelle était l'origine, la cause et les mesures mises en œuvre pour y remédier, mais en termes d'information des élus, de la population, des professionnels de santé, derrière le fait qu'il n'y a pas de réglementation européenne s'agissant du mercure, il n'y a pas de valeur de référence. Il existe aujourd'hui, bien sûr, une valeur ancienne d'ailleurs, très élevée, de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, cela nous a conduit à engager un premier travail d'inventaire des différentes valeurs repères existantes en France dans des institutions faisant foi, ayant autorité ou au plan international, de telle sorte que si de nouveaux épisodes se répétaient, nous pourrions recommander aux autorités territoriales compétentes les leviers, plutôt des repères pour délivrer cette information attendue par les élus et les acteurs locaux. Mon deuxième exemple concerne les fongicides, cette famille de pesticides de type qu'on appelle SDHI. Au printemps 2019, nous recevons d'un groupe de chercheurs une alerte mettant en lumière que le mécanisme dit d'inhibition de la succinate déshydrogénase, c'est le mécanisme par lequel agit cette famille de pesticides, peut constituer un danger pour le vivant en général
car la fonction de respiration cellulaire est conservée aussi bien chez les insectes, le rat, l'homme, et pas seulement chez les champignons. Ce dossier d'alerte, très riche en termes d'expertise scientifique, nous a conduit à constituer un groupe d'experts. D'ailleurs, Nathalie Bonvalot, qui a présidé ce groupe d'experts, est bien connue à la SFSE, ainsi que Sarah Brimaud, membre du Haut Conseil de la Santé publique, en assurant la vice-présidente. Ce groupe d'experts qui a porté un regard très critique sur les procédures européennes d'évaluation du danger des substances utilisées dans les pesticides et d'autorisation de mise sur le marché des produits qui en contiennent. Le groupe d'experts aboutit à un constat d'un dispositif trop rigide, beaucoup trop long, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques pouvant s'inscrire sur des périodes de 5, 10, voire 15 ans, sans modifier les règles d'autorisation de mise sur le marché. Le rapport a été rendu public tout récemment, le 4 novembre, avec un avis associé de la commission déontologie. D'ailleurs, je vous invite, ceux qui sont intéressés, à lire une chronique de Stéphane Foucard, publiée dans Le Monde du 14-15 novembre dernier, qui note très justement qu'à partir de ce cas, un lanceur d'alerte peut non seulement porter connaissance de délits, voire de crimes, en raison de la transgression de réglementations environnementales ou sanitaires, mais qu'il peut aussi parfois, et c'était le cas ici, mettre en lumière des insuffisances des dispositifs de gestion des risques, ici la réglementation européenne en termes de pesticides. Donc la DAS va, sur cette base, formuler des préconisations adressées au gouvernement en l'invitant à les porter au niveau communautaire dans le cadre de la présidence qu'il assurera pendant le premier semestre de l'année 2022. Voilà. J'ai pris quelques exemples illustratifs qui peut-être ouvrent pas mal de questions et je pense avoir couvert le temps qui m'est imparti et j'attendrai les échanges pour éventuellement aller un peu plus loin. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, on n'a toujours pas de questions dans le chat, non. Mais je pense que le temps est en effet imparti. En tout cas, il me semble que tout ce que vous venez de présenter montre aussi une évolution, je pense, dans cette relation entre scientifique et décisionnaire. Et autant sur votre rôle, vous avez parlé même d'un rôle de médiation, ça me semble être quand même quelque chose qui évolue, qui est nouveau. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas. Et puis, sur cette acceptation que la science, enfin, il faut un décloisonnement et on doit travailler entre champs scientifiques divers. Il me semble que c'est quelque chose d'assez nouveau aussi dans l'accompagnement des décisions politiques, tout ce regard neuf. Je ne sais pas si Monsieur Kurtz, Madame Lefranc, vous avez des questions à poser à Monsieur Smirou et inversement. Vous avez peut-être des questions les uns pour les autres. Eh bien, sinon… Madame Bayat, pour éviter toute confusion, si j'ai pris ces deux illustrations, ces deux exemples, ce sont deux institutions différentes, qui ont des fonctions différentes. Il n'y a pas de confusion entre les deux, il n'y a pas de transfert entre les deux, il n'y a pas de translation. La commission de déontologie a notamment, dans ce qui relève de la gestion, la réception et du traitement des alertes, une fonction effectivement de médiation entre la société civile et l'État. Ce n'est pas le cas, évidemment, de l'expertise scientifique dont on a parlé en évaluation du risque ou en analyse du risque. La médiation, c'est entre la science, les données et le décideur. Ce n'est pas avec la société civile, globalement, on ne passe pas sur le dos, au contraire, des décideurs et des acteurs. Oui, merci d'éclaircir. J'en profite à cet égard pour relever peut-être une petite nuance, en tout cas un élément de discussion avec les propos qu'a tenu, dont j'ai dit, je m'inscris largement en continuité, mais par rapport à ce qu'a dit M. Kurt au début de nos échanges, je dirais que l'expertise dont il dit avoir besoin et qu'il appelle de ses voeux, mais je dirais que celle-ci n'a pas à rencontrer les attentes de la population. Elle a pour objet de décrire les enjeux, le jeu des différents impacts des actions ou des politiques publiques susceptibles d'être envisagées, ou même analyser les attentes et les facteurs de résistance des différents acteurs, mais ceci factuellement. Nous n'avons pas pour fonction de répondre, c'est le terme utilisé, au désir ou d'offrir des perspectives. Ça, c'est le rôle de l'élu. Ça, c'est le rôle du décideur. Nous apportons à l'élu, au décideur, des éléments factuels, y compris d'ailleurs qui ne font pas plaisir, ni aux uns ni aux autres,
après à l'élu, au responsable, en fonction de de sa vision du monde, de son appréciation de où se situent les meilleurs compromis, de le traduire en termes de politique publique. Mais je distinguerai clairement, bien entendu, les fonctions des uns et des autres. Ouais. Peut-être pour réagir, je pense qu'il n'y a pas d'opposition réelle. Monsieur Kurt, mettez votre micro plus fort peut-être. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition réelle entre nos points de vue. Au fond, peut-être si j'apporterais une nuance en lien avec le titre de notre table ronde, connaissance scientifique au singulier. Et au fond, le propos qui était le mien était de dire qu'il n'y a pas une connaissance scientifique, il y a des connaissances scientifiques qui émanent de domaines, de disciplines différentes. Et disons, l'attente que je pourrais exprimer moi comme élu, c'est que chaque scientifique qui exprime un point de vue en fonction du domaine, de la discipline qui est la sienne, ait l'humilité, pour reprendre ce terme, la compréhension que ça n'est qu'un point de vue, que d'autres disciplines scientifiques vont apporter un autre éclairage, et qu'au fond, en tout cas par rapport à la décision politique, le rôle des scientifiques, de mon point de vue, est effectivement d'éclairer, de points de vue différents selon la discipline d'où viennent ces expressions de point de vue, et le décideur politique décide en faisant la pondération en fonction de sa vision du monde, comme vous l'avez dit, c'est des pondérations politiques qu'il peut faire, et puis de la compréhension qu'il a de chacun de ces enjeux. Ce que je peux reprocher parfois aux scientifiques que l'on entend en amont d'une prise de décision, c'est que, un peu comme le laisse entendre d'ailleurs le titre de la table ronde, il y aurait une connaissance scientifique qui s'instaurerait un peu en vérité scientifique ou en vérité, y compris politique, sans nuance par rapport à d'autres points de vue, alors que de mon point de vue, on aurait pu dire entre connaissances scientifiques au pluriel et la prise de décision qui, elle, est unique. Quand on prend une décision, on tranche, on décide, et c'est à un moment donné une série de critères et une option qui est prise. Les connaissances scientifiques, elles, émanent de domaines différents, elles sont nombreuses, et c'est au fond l'arbitrage entre ces différents points de vue qui fait la décision politique. Mais je suis d'accord qu'on n'a pas demandé la nuance dans l'expression de l'éclairage. C'est bien dans la multiplication des éclairages qu'on finit ensuite par devoir faire des nuances au plan politique. Si personne... Il n'y a pas d'autres personnes, je me permettrai de rebondir en quelque sorte dans cet échange. Je pense que l'une des avancées majeures de l'expertise scientifique, celle dont on parle dans le domaine de la santé environnementale, aussi bien principalement dans le domaine de l'évaluation des risques, des méthodes d'évaluation des risques depuis une vingtaine d'années, c'est la collégialité. C'est le caractère multidisciplinaire. Donc, Monsieur Kurt, je pense, j'espère, en tout cas, la meilleure solution pour les questions complexes auxquelles vous êtes confrontés, c'est d'inviter une expertise pluridisciplinaire, collégiale, à rassembler les informations et les différents points de vue disciplinaires pour vous apporter, non pas une réponse, mais un ensemble de scénarios avec une analyse des avantages et inconvénients dont les différents apports disciplinaires permettront d'éclairer les composantes. Plutôt que vous sollicitiez successivement différentes disciplines, parce que là, évidemment, vous aurez des réponses différentes. C'est intéressant. Si je peux encore rebondir, même si je vois que la session est... on avait un peu de temps, on peut déborder un tout petit peu. Au fond, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est le rôle des médias et la posture ensuite que les scientifiques prennent en lien avec leur expression dans les médias. Au fond, qu'un élu réunissent des scientifiques pour avoir un point de vue pluridisciplinaire, se forger son opinion et puis ensuite faire un arbitrage et prendre une décision. Je pense que là-dessus, on est assez en phase. Ce qu'on a vécu sur l'année et demie écoulée, c'est des épisodes où des scientifiques qui participent à de telles task force, comme on les a appelés chez nous, vont ensuite, de façon isolée dans les médias, exprimer un point de vue qui est lu de la part des médias très souvent comme le point de vue scientifique, et qui du coup met en difficulté la décision qui a été prise parce qu'on ne la confronte qu'à un seul éclairage scientifique, alors même que la décision a été nourrie de plusieurs éclairages politiques. Je pense qu'il y a là aussi une question, et c'est pour ça que je l'évoquais aussi bien pour le politique que pour les scientifiques, d'humilité, de transparence sur le fait qu'un point de vue
scientifique, étayé, n'est toujours qu'un point de vue d'une discipline, sauf si effectivement il est l'expression d'un travail collégial et qu'il en fait la synthèse avec toutes les nuances que ça requiert. Et là, alors, on entre dans la nécessité de faire des nuances, puisque par définition, on va déjà là faire dans la synthèse du travail scientifique des arbitrages, des pondérations entre les différentes dimensions d'une question ou d'un problème. Bien, je vous propose de conclure cette table ronde sur ces dernières paroles. Merci beaucoup à nos 3 intervenants et merci aux personnes qui nous ont suivis. Voilà, la session suivante. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.